Salut! Aujourd'hui, je viens vous parler de mes 10 dernières lectures. Je pense que le mois de novembre a probablement été un des mois les plus positifs dans ma vie de lectrice. Ça fait du bien. Donc, attendez-vous à une vidéo pleine de bonnes recommandations. C'est parti! Alors, en novembre, écoutez bien ça, j'ai lu 9 bons livres et un mauvais livre. Quand est-ce que je peux dire ça dans ma vie? Aujourd'hui. Non, vraiment, c'est incroyable. Tous les livres que j'ai lus au complet aujourd'hui, je les recommande d'une façon ou d'une autre. Il y a pas de réelle déception. La note la plus basse de la vidéo, c'est un 3.25 étoiles et il y a eu un mois cette année où la plus haute note que j'avais donnée, c'était 3.5. Pour des questions d'organisation de la vidéo, je vais quand même devoir les classer du pire au meilleur, même si le pire était très agréable. Mais pour commencer, je vais vous parler du seul livre que je n'ai pas aimé et que j'ai abandonné. Il s'agit de Hyperion de Dan Simmons. C'est une science-fiction qui suit 7 personnes qui vont en pèlerinage sur une planète où il y a une créature qui est à la fois vénérée et crainte, qui a peut-être le potentiel de répondre à une de leurs questions. Chaque personnage a une raison très particulière d'y aller et il la révèle un à un. Donc le livre, c'est un peu comme un recueil de nouvelles parce que c'est séparé pour chaque histoire de personnage qui dure plus d'une centaine de pages. Et j'ai duré 2 histoires avant d'abandonner. Ok, le truc qui me frustre, c'est que c'est pas que du mauvais. La première histoire, par exemple, le moment d'exposition était un peu pénible à traverser, mais une fois qu'on s'est installé, c'était vraiment intéressant. Sauf que là, on est reparti dans la deuxième histoire, et là, l'histoire en elle-même était vraiment plus ennuyante, et en plus, c'était extrêmement désagréable à lire en tant que femme, parce que c'est l'histoire d'un homme qui, à chaque fois qu'il va dans une simulation de guerre, il rencontre une femme qui se dénude immédiatement et se jette sur lui. Vous comprenez ce qui se passe ensuite. Et chaque fois que cette femme respire, on a droit à une description de sa poitrine. Et c'est pas des descriptions anodines. Laissez-moi vous lire un extrait. Ses seins captaient et courbaient la lumière, les pointes dressées comme de minuscules geysers à la surface d'un lac. Ok. Maintenant, imaginez que vous devez lire une description de la poitrine de cette femme à chaque page où elle apparaît. Moi, je sais même pas le protagoniste à quoi il ressemble, mais là, j'ai un plan cartésien au millimètre près des totons de cette femme. Bref, puisque c'était redevenu super ennuyant et que je combattais l'envie de changer de planète juste pour m'assurer que je ne serais jamais dans la même pièce que l'homme qui a écrit ça, ben, j'ai décidé d'arrêter ma lecture. Mais je trouve ça super dommage parce qu'il y a plein de bonnes idées. Je voyais le potentiel de la suite, mais j'étais juste pas capable. Un livre ennuyant, c'est une chose, mais j'étais pas là pour lire une mammographie. Maintenant, on passe au positif jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, en 9e position de ce classement, il y a Descendant of the Crane de Joanne Ha. C'est une fantaisie jeune adulte qui suit la fille d'un roi qui est retrouvé mort. Elle va décider d'amener son cas devant la cour parce qu'elle est certaine qu'il a été assassiné et elle va gérer cette enquête en compagnie d'un ex-prisonnier avec lequel elle va s'allier. Et en même temps, elle va gérer ses nouvelles responsabilités en tant que reine. J'ai commencé cette lecture sans vraiment lire le résumé, donc j'ai été assez surprise quand j'ai réalisé à quel point le procès juridique et l'enquête étaient au centre de l'histoire. C'est pas quelque chose d'habituel pour les fantaisies et j'ai pas détesté. En fait, j'ai même beaucoup aimé les révélations de la fin. C'est une des rares situations où quelque chose qu'on ne pouvait pas deviner était quand même satisfaisant à découvrir. C'est sûr que les scènes de procès étaient un peu molles parce que c'était un peu répétitif puisque c'était toujours l'opposition qui faisait accuser des gens innocents. Ça, c'est pas un spoiler, là, c'est très évident. Mais la révélation finale a fait que ça conclut tout sur une belle note. C'est un rythme assez lent. Moi, j'ai pas trouvé ça ennuyant, mais c'est vraiment une sorte de fantaisie qui est confortable à lire, même s'il y a rien d'incroyable. Pour moi, ce qui a fait que la note a vraiment descendu au final, c'est le personnage principal. Parce que j'ai l'impression que toute l'histoire a été menée et développée par les gens autour d'elle. Tout le monde autour d'elle était plus intelligent, il devinait les trucs, il planifiait les trucs. Elle faisait juste s'avancer avec beaucoup de passion, mais en se mettant un peu les pieds dans les plats. Et j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus capable. Avec une protagoniste plus intéressante, j'aurais pu lui donner 4 étoiles. Là, c'est un 3.25. Mais c'est sûr que ça aurait pu être un 3.5 étoiles s'il n'y avait pas eu 8 meilleurs livres que j'ai lus ce mois-ci. Je recommande si vous aimez les fantaisies jeunes adultes avec une douce quantité d'enquête et de politique. Le 8e livre dont je vais vous parler, c'est Cinder de Marissa Meyer, qui est le premier tome de la saga des Chroniques lunaires. C'est une réécriture de
Cendrillon où elle est un cyborg, donc à moitié robot. C'est de la science-fiction jeune adulte qui se déroule dans le nouveau Beijing où il y a une épidémie mortelle qui circule. Franchement, j'avais mes craintes face à ce livre, mais il m'a fait passer un très bon moment de lecture. Chaque fois que je le refermais, j'avais envie d'y retourner. C'est sûr que je dirais que le plus beau compliment que j'ai à lui faire, c'est ça, c'était divertissant. Parce qu'après ça, quand je regarde les éléments individuels, il y en a aucun que je peux dire qui était excellent, mais il y en a aucun qui a rendu ma lecture pénible. Sérieux, j'avais aucune attente, donc pour moi, ça a vraiment été une belle surprise. J'allais lui donner 4 étoiles à l'origine, par contre, il y a quelque chose qui a fait descendre mon avis quand je me suis rendue à la fin, et c'est que c'est une réécriture de Cendrillon. Donc, on sait qu'on a affaire à un personnage qui cache quelque chose à un prince. Dans ce cas-ci, c'est que elle est une cyborg. Mais nous, on sait que le prince, qui est tout gentil, vraiment affectueux, attentif, quand il va savoir la vérité, ok, peut-être qu'il va être choqué pendant 2 secondes, mais il va finir par l'accepter et l'aimer pour toujours. Donc, quand le personnage se fait donner 10 000 occasions de lui dire qu'elle a du métal dans certaines parties de son corps et qu'elle le fait pas, c'est frustrant. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que le secret soit gardé aussi longtemps qu'il a été. Et j'ai pas aimé ça. Mais autrement, je me suis vraiment amusée dans ma lecture, donc c'est un 3.5 étoiles et je vais probablement continuer la série. En 7e position, j'ai mis Ni vu ni connu de Vera Kurian. Ok, je savais que c'était un thriller qui suivait une psychopathe qui participait à une étude universitaire sur les psychopathes, mais qui essayait en même temps de commettre un meurtre. Et ce que je ne savais pas, c'est que on allait suivre d'autres psychopathes qui participaient à cette étude, dont une personne qui faisait en fait semblant d'être un psychopathe. Et là, soudainement, les psychopathes commencent à se faire tuer. En tout cas, j'avais déjà hâte de lire ce livre en lisant le résumé, mais on dirait que je l'ai mal lu et finalement, le vrai résumé est encore meilleur. Ce livre m'a tellement divertie. J'avais l'impression que chaque chapitre était juste rempli d'action. Donc, imaginez ma surprise quand j'arrive sur Goodreads pour mettre ma note et que je vois que toutes les critiques disent que c'était super ennuyant. Je comprends, mais je comprends pas. Mais moi, j'avais l'impression de rouler sur l'autoroute du divertissement. J'ai adoré le deuxième psychopathe qu'on suivait, Charles. Charles, mon gars! Oh, sans lui, le livre n'aurait pas été le même. J'ai très apprécié son existence. Par contre, la protagoniste qu'on suit, j'ai pas compris pourquoi le résumé mentionne son QI dans la première ligne, parce que, c'est pas qu'elle était idiote, mais je trouvais pas que ses décisions étaient dignes de quelqu'un qui est vanté pour avoir un QI de 135. Mais en même temps, le QI et tout, c'est juste mentionné au dos du livre, c'est pas dans le livre. Donc là, je me dis, peut-être c'est la maison d'édition qui a mis ça pour comme, peut-être que ça va vendre quelqu'un. Et ils ont eu raison, j'ai lu cette phrase-là et j'ai acheté le livre. Mais l'autrice en elle-même, peut-être que... je sais pas. J'ai juste trouvé ça bizarre, parce que là, mets-moi pas 135 de QI dans ton résumé si à côté, le vrai génie, c'est Charles. Ah. Donc, thriller très divertissant. Par contre, j'ai pas trop aimé la révélation finale. C'était pas super. Et aussi, je trouve que la plume du livre est pas super. Mais j'ai passé un bon moment. Donc, un 3.5 étoiles et je recommande. Toutefois, ce livre a été traduit en français au Québec uniquement pour le moment. J'espère que ça viendra pour vous en France et ailleurs. Mais voilà. Ensuite, j'ai lu Vengeful de V. Schwab, qui est la suite de Vicious, et c'est une duologie qui a été traduite en français aux éditions Lumen. C'est du fantastique jeune adulte. Non, c'est pas du jeune adulte. J'arrête pas de dire que c'est du jeune adulte parce que ça se lit comme du jeune adulte, mais ça ne l'est pas. J'avais une note, là. Je filmais ça, j'avais une note pour me dire de ne pas dire que c'est du jeune adulte parce que je fais tout le temps cette erreur. Donc voilà, ce n'est pas du jeune adulte. Où on suit des gens qui sont devenus des extraordinaires après avoir fait une expérience de mort imminente. Ils vont tous en avoir retiré un pouvoir spécial particulier propre à eux. Et tout le monde dans ce livre est en quelque sorte un vilain. J'ai un peu moins apprécié cette conclusion que le premier tome, mais les nouveaux personnages qui ont été introduits par contre, ça je les ai beaucoup aimés. Leur pouvoir était super intéressant et leur façon de les utiliser aussi. V. Schwab développe son récit en faisant constamment des sauts dans le temps. Donc, un chapitre est 2 semaines avant, après ça, 8 ans en arrière, 5 mois plus tard. Ça me surprend qu'on soit pas revenu à l'époque d'avant Jésus-Christ, honnêtement. Mais je vais pas dire que c'est facile à suivre, mais c'est toujours plaisant à suivre. Même si je fais pas l'effort mental de vraiment me situer là où on est dans le nouveau chapitre, c'est quand même intéressant le moment où on est. Donc c'est une série qui a vraiment de bonnes idées avec une exécution originale, mais on dirait qu'il me manquait quelque chose pour accrocher. J'espérais que ce quelque chose soit présent dans le deuxième tome et il est pas tout à fait. Tant pis, ça a quand même fait de très bonnes lectures. Je dirais que le seul truc qui m'a véritablement déçu face à ce tome, c'est que pendant tout le long on monte vers un crescendo d'une finale explosive. Et comme moi je m'attendais à un boum, mais finalement c'était comme un boum. Ça a vraiment pas utilisé toute la tension qui avait été montée. Donc même si je pense pas que c'était la fin la plus satisfaisante qu'il aurait pu y avoir, ça reste une duologie que je recommande. Et j'ai donné 3.75
375 étoiles à ce dernier tome. Le prochain livre maintenant, c'est la 5e saison de N.K. Jemisin. C'est de la fantaisie post-apocalyptique qui se déroule sur une version de notre Terre où il y a un super continent qui subit des saisons catastrophiques auxquelles l'humanité doit tenter de survivre. Il y a une partie de la population qui a développé le pouvoir de calmer ou provoquer des séismes terrestres et ils sont un peu mal perçus par les autres humains. Écoutez, c'est de la qualité. N.K. Jemisin, elle a une plume excellente avec une créativité tout aussi excellente. Il n'y a aucune question là-dessus. Par contre, même si mon expérience de lecture a été plaisante, elle a été particulière parce que tout au long du livre, je me demandais en permanence s'il y avait quelque chose que j'étais supposée comprendre que je comprenais pas. Je pensais saisir tout ce qui se produisait, mais en même temps, j'avais vraiment l'impression que je ne comprenais rien. Donc après l'avoir fini pour peut-être la première fois de ma vie, je suis allée lire un résumé très détaillé, point par point, de tout ce qui se passe dans le livre. Et à chaque point, j'étais là, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Mais même en ayant lu toute cette liste, j'ai fini le livre et j'étais comme, j'ai vraiment l'impression d'avoir raté quelque chose. Ça m'a jamais fait ça de ma vie. Jamais. Habituellement, dans le premier tome d'une série, s'il y a quelque chose que je comprends pas, je sais que je suis pas supposée le comprendre parce que c'est quelque chose qui sera expliqué dans le futur. Mais là, c'était pas que je faisais face à des choses que je comprenais pas, c'est que je savais pas s'il y avait quelque chose présentement que je devrais pouvoir être assez intelligente pour comprendre, mais que je l'étais pas. Et finalement, il y avait rien. C'est tellement mélangeant. Donc, ça a été une lecture plaisante, mais mon incompréhensible compréhension m'a un peu empêché de me sentir plongée dans l'histoire. Et il y a aussi que moi, dans la vie, je suis plus une fille de post-apocalyptique de fantasy. J'aime la fantasy aussi, mais je trouvais que pour le premier livre, en tout cas, on se concentrait vraiment plus sur le peuple orogène et ses habilités plutôt que sur la planète et son côté post-apocalyptique. Donc le sujet était un petit peu moins dans mes cordes, même si c'était fascinant en général. Donc, j'ai donné 3,75 étoiles. Je comprends pourquoi la réputation est excellente, mais ça m'a vraiment pas frappé comme je pensais que ça allait le faire. Par contre, je vais continuer la série, donc j'espère que la suite sera digérée de façon plus simple par mon cerveau. J'ai également lu un autre livre de ma palle ultime qui était La fille de la supérette de Sayaka Murata. Ça parle d'une femme qui ne s'est jamais vraiment sentie à sa place dans la société jusqu'à ce qu'elle commence à travailler dans une supérette à l'âge de ses 18 ans. On la suit 18 ans plus tard à ses 36 ans quand elle continue à travailler là-bas. C'est son petit monde où toutes les règles sont bien établies et c'est le seul endroit où elle se sent capable de respecter la normalité qui est établie. Par contre, la société continue à lui répéter qu'elle devrait faire autre chose de sa vie. Ça a été une bonne lecture. Je trouve que c'est une façon efficace et divertissante de montrer à quel point les gens sont incapables dans la vie d'accepter que quelqu'un puisse être épanoui dans les marges de la société. J'ai quelques petites expériences personnelles avec ça. Pour le récit, j'étais pas sûre dans la deuxième moitié avec l'introduction d'un nouveau personnage que tout le monde déteste et avec raison. Où est-ce que ça allait s'en aller? Mais j'ai bien aimé la conclusion. C'était cocasse. Pour moi, c'est un livre qui a été super agréable du début jusqu'à la fin, que je recommande, mais sur lequel j'ai pas grand chose à dire. Honnêtement, j'ai un petit peu procrastiné le tournage de cette vidéo, en partie parce que je savais juste pas qu'est-ce que j'allais dire pour ce livre. Donc voilà, je lui ai donné 4 étoiles et je recommande comme mentionné. Bon, top 3. Et le livre en 3e position, je suis tellement contente de l'avoir enfin lu! Ça fait des années que j'attends de prononcer les mots suivants. J'ai lu Le nom du vent de Patrick Rothfuss. J'ai lu Le nom du vent de Patrick Rothfuss. Ah! Donc, c'est une fantaisie où on écoute un homme raconter comment il est devenu le magicien le plus réputé de tous les temps. C'est une série, donc le premier tome se termine quand il est encore un jeune homme. Là, je sais pas encore pourquoi c'est le plus réputé de tous les temps, mais j'ai aimé. La première chose qui m'a frappée quand j'ai commencé le livre, c'est à quel point l'écriture me parlait. Je l'ai lu en français et je suis super contente de mon choix parce que la plume traduite était super belle. Aucune idée de celle en anglais, mais en français c'était beau. C'est un récit qui progresse assez lentement, mais grâce au ton et à l'ambiance, je me suis jamais ennuyée. On peut absolument s'ennuyer en lisant ce livre, mais moi, c'est pas arrivé. Ça a vraiment été un soulagement d'apprécier Le nom du vent après toutes les attentes que je me cultivais au fil des années. Je pense que ça confirme que c'est vraiment exactement le genre de fantaisie qui me plaît. Je suis particulière avec la fantaisie, mais quand on se concentre plus sur les liens humains, les institutions, l'apprentissage, j'aime vraiment ça. Par contre, je dois dire que pour un livre qui se déroule en majeure partie dans une école prestigieuse de magie, il n'y avait pas beaucoup d'apprentissage. Mais ça, c'est la faute à notre protagoniste, qui était tellement parfait et le meilleur que lui, il n'y avait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit dans la vie. Je vais l'annoncer, si le personnage principal avait été plus
nuancé, ce livre aurait été un coup de cœur. C'est vraiment ce qui a mis le couteau dans mon dos. Je me replongeais dans mon amour pour ce livre et là, le personnage principal annonçait « Ah, moi, ce truc-là, je l'ai appris en 4 semaines, alors que les autres, ça leur prend 3 mois. Après ça, je suis allée là et tout le monde a applaudi. » Vraiment, ce gars-là, je pense qu'il s'est fait applaudir genre 6 fois dans le livre, là. Je suis prête à me mettre derrière quelqu'un qui est vraiment doué et qui a une facilité à apprendre des choses ou être très bon dans un certain domaine, mais ça peut pas être tout. Ça peut pas être tout. Heureusement, il était très mauvais pour parler aux femmes, donc c'est ça. Honnêtement, j'avais un peu l'impression d'être en train d'assister au rêve éveillé d'un étudiant qui était à l'école et qui faisait juste penser à une réalité où à la place d'être assis sur sa chaise à se faire dire des ordres par son professeur, il était en fait un héros parfait qui se faisait applaudir partout, qui était le meilleur et qui avait une fille à ses côtés. Mais l'aspect adolescent de la chose, c'est vraiment juste par rapport à la fantaisie d'être le héros de sa propre histoire et pas par rapport à l'écriture ou au récit, parce que ces choses-là, je les ai trouvées de qualité quand même. Donc, j'ai beaucoup aimé, ça n'a pas pu être le coup de cœur que ça aurait pu être, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Étrangement, je ne planifie pas de continuer la série parce que je pense que le 3e tome ne sortira peut-être jamais, mais s'il est publié, là, je vais continuer la série. Donc voilà, j'ai donné 4 étoiles. 2e place maintenant, il s'agit de City of the Lost de Kelly Armstrong. Il a une traduction française sous le titre La ville des âmes égarées, sauf que de ce que j'ai vu, c'était juste en format numérique. Je sais pas si c'est vrai ou non, mais j'ai pas réussi à trouver une version papier. En tout cas, c'est un roman policier avec un contexte très particulier parce qu'on suit 2 personnages qui vont aller s'installer dans une ville coupée du monde complètement parce que c'est un endroit où les gens vont pour fuir quelque chose. Et notre protagoniste va y entrer en tant que shérif pour enquêter sur un meurtre qui s'est produit récemment là-bas. Je ne m'attendais tellement pas à adorer ça autant. J'avais aucune attente. J'ai acheté ce livre-là au hasard sans même lire le résumé parce que j'aimais bien la page couverture et je me disais « Ah, c'est du policier ». Mais j'aime tellement le contexte d'une ville coupée de tout, je veux en lire plus de ça. Et les personnages, je suis super contente que ce soit le premier tome d'une série qui suit cette protagoniste parce que j'en veux plus d'elle et j'espère vraiment que son acolyte va continuer à la suivre. Je les ai trouvés vraiment humains. Honnêtement, ma lecture était tellement agréable pendant la majorité du roman que je pensais que ça allait être un coup de cœur. Et malheureusement, j'ai pas tout à fait accroché à la révélation finale quant au meurtre. C'était pas une mauvaise fin, mais c'était définitivement pas à la hauteur du reste. Il y a un autre point que j'ai oublié de mentionner et c'est par rapport à la romance. Moi, j'aimais beaucoup les personnages et j'aimais qu'ils finissent ensemble. J'étais très contente. Sauf qu'une fois qu'ils sont ensemble, là, ça m'a perdu un petit peu parce que on avait tout le temps la répétition de la même scène où ils étaient à 2 doigts de s'embrasser ou de faire plus et là, ils étaient interrompus. Et une fois, c'est correct. 2 fois, ok. Mais c'était genre 4-5 fois, là. C'était fatigant. Donc, même si je les aimais beaucoup, j'étais fatiguée. J'ai donc donné 4.25 étoiles, mais je recommande pleinement, surtout si vous êtes intéressé par le contexte d'une ville coupée de tout, où tout le monde se connaît et où il y a une enquête qui se développe tranquillement en même temps que le lien des personnages. Ah, ça fait du bien de tomber sur une belle petite trouvaille au hasard comme ça. D'ailleurs, cette autrice, elle écrit des livres de vampires. Et j'ai envie de donner une chance à ces trucs de vampires. Stay tuned! Et pour finir, le meilleur livre que j'ai lu ce mois-ci, ça a été Il était 2 fois de Franck Tillier. Je vous avertis tout de suite, ça a été un gros 5 étoiles. Dans ce livre, on suit un père policier qui est à la recherche de sa fille disparue en 2008. Pendant son enquête, il va s'arrêter dans un hôtel, sauf que lorsqu'il va se réveiller le lendemain matin, il va découvrir qu'il est en fait en 2020 et qu'il a aucun souvenir des 12 dernières années. C'est techniquement la suite de son livre Le manuscrit inachevé, même si pendant une bonne partie de ma lecture, je ne comprenais pas pourquoi c'était la suite. Mais quand je l'ai compris, j'ai compris le génie de Franck Tillier. Le manuscrit inachevé, j'avais apprécié, c'était de la qualité, mais ça m'avait pas frappé plus que ça. Là, je sais même pas comment il a fait pour planifier tout ça, et je sais qu'il y a un livre qui vient après tout ça, et j'ai peur de voir comment il a fait tout est lié. Car moi, je me mêle juste à en parler, je sais pas comment il a planifié tout ça, il a exécuté de façon parfaite. C'est tellement complexe, mais parfaitement compréhensible en même temps, je suis impressionnée par Franck Tillier. Ce livre a gardé mon intérêt du début jusqu'à la fin. On a un point de vue en alternance entre 2 policiers qui ont une relation difficile mais qui travaillent ensemble. Et j'ai beaucoup aimé leur dynamique qui me paraissait très réaliste. L'intrigue, les personnages, les révélations, je n'ai vu aucun faux pas dans ce livre. Souvent, mon problème avec les thrillers ou les polars, c'est que la finale est rarement à la hauteur du reste. Et c'est pas nécessairement parce que
les finales sont mauvaises, mais c'est parce que c'est très difficile d'être à un pied d'égalité d'une histoire qui était super thrillante avec du suspense et qui a juste fait monter notre appréhension pendant tout le long. Sauf que la révélation finale, elle a réussi. Elle a réussi. Je ne m'attendais tellement pas à ce que ce soit poussé dans cette direction-là, et parfois quand c'est des trucs comme cette finale, dont je ne dirai pas un seul mot, je ne vais pas vous spoiler du tout, mais parfois des trucs comme ça peuvent être trop gros ou peuvent être trop petits, et là c'était parfait. J'ai adoré, et là j'ai extrêmement hâte de lire le prochain livre dans la trilogie qui est Labyrinthe. J'espère qu'il sera aussi génial parce que Il était deux fois était définitivement une de mes meilleures lectures de 2022. On s'en reparle à la fin du mois. Donc, voilà, c'est tout pour le point lecture d'un des meilleurs mois de lecture de ma vie. J'aimerais savoir dans un commentaire comment votre novembre s'est passé. Est-ce que c'était aussi positif que moi? Et si c'était pas le cas, ben j'espère vraiment que votre prochain mois sera comme celui-ci. Parce que c'est plaisant! Hey, j'ai oublié de mentionner que cette vidéo faisait partie du calendrier de la vente de BookTube Québec. Donc, presque tous les jours jusqu'à Noël, il va y avoir une nouvelle vidéo d'un booktuber québécois. Celle d'hier, c'était sur la chaîne de Mon Coin Lecture, et demain, ce sera sur la chaîne de Une Lectrice Compulsive. Donc, je vous invite à aller voir toutes les vidéos. La playlist sera dans ma description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!